Donc, bonjour, mon nom est Myriam Beaulieu, je suis étudiante au doctorat en psychoéducation à l'UQTR sous la direction de Joëlle Tremblay et de Karine Bertrand. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelques résultats à propos des forces et des ressources mobilisées à travers les parcours de rétablissement des personnes qui présentent un trouble persistant d'usage de substances. Donc, aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, donc on va débuter là, en posant un petit peu là, quelques concepts. Donc, la notion de capital de rétablissement, la notion aussi de profil de trouble d'usage de substances persistantes. Et par la suite, je vais vous présenter les résultats. Donc, la notion de rétablissement, c'est une notion là, qui nous vient du domaine de la santé mentale, mais c'est de plus en plus adopté là, dans le contexte des dépendances pour caractériser la rémission du trouble d'usage de substances. C'est défini comme un processus de changement vers un mieux-être où chaque personne va s'efforcer d'améliorer son bien-être, sa santé en fonction de ses propres exigences. Les études qui s'intéressent au rétablissement du point de vue des personnes qui le vivent nous montrent qu'il s'agit d'un processus qui est non linéaire, dont l'abstinence est un élément important, mais qui n'est pas le seul, ce qui montre ici tout le caractère multidimensionnel de la notion de rétablissement. Un autre point important à souligner, c'est que le rétablissement, c'est une trajectoire qui est caractérisée par des étapes, des événements marquants. Et ces étapes-là peuvent varier en fonction des caractéristiques des individus, de la nature, l'intensité, la durée aussi du problème de dépendance, ce qui fait qu'il n'y a pas de trajectoire unique de rétablissement. Dans cette idée-là où le rétablissement, c'est un processus, il y a un autre concept qui est très utilisé pour venir expliquer ce qui permet aux personnes de se rétablir. Et c'est le concept de capital de rétablissement, qui correspond à la somme des ressources qui sont disponibles pour aider les gens à progresser dans leur parcours de rétablissement. Ça comprend à la fois les ressources sur le plan personnel, comme les qualités, les compétences, les ressources matérielles ou financières, mais ça correspond aussi aux ressources que son réseau social met à sa disposition et à celles qui sont disponibles dans son environnement. Le concept de capital de rétablissement il est intéressant parce qu'il nous permet de tenir compte à la fois des caractéristiques des individus, mais aussi celles qui sont dans son contexte, dans lequel il évolue, dans son environnement, qui nous donne finalement un point de vue global de la situation de la personne. Le concept de capital de rétablissement, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui s'en sortent mieux à niveau de sévérité égal. Mais c'est un concept qui a surtout été étudié auprès d'hommes cis qui n'ont pas utilisé les services pour se rétablir. Donc, le concept de capital de rétablissement, il a été peu étudié auprès des femmes, des personnes de la diversité de genre sexuelle, des populations en situation de précarité et des personnes qui présentent un trouble persistant d'usage de substances. On a plusieurs données qui nous indiquent que le trouble d'usage de substances est une problématique qui va persister dans le temps pour une proportion importante de personnes qui utilisent les services en dépendance. On a d'abord les données de M. White, qui a fait une large recension des écrits qui nous indique que 5 ans après avoir reçu des services en dépendance, il y a environ la moitié des gens qui ne présentent plus les critères diagnostiques du trouble, ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Mais c'est aussi dire que pour l'autre moitié, le problème semble persister. On a aussi les relevés d'utilisation de services qui nous montrent que pour l'année 2017 aux États-Unis, il y a 66 % des gens qui n'en étaient pas à leur première demande d'aide. Et de ce nombre-là, c'est 15 % qui en étaient à leur 5e traitement. Et finalement, on a la méta-analyse de Fleury et de ses collègues qui nous apprend que pour 35 à 54 % des gens, la durée moyenne des trajectoires de rémission serait de 17 ans. Donc, 17 ans entre la première année où le problème débute et la première année où on note une absence de critères diagnostiques. Dans ce long parcours, c'est donc important de comprendre ce qui les aide à progresser. C'est pour ça qu'on a cherché à documenter les forces et les ressources mobilisées à travers leur parcours et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux ressources personnelles, comme les ressources financières, professionnelles, mais surtout en s'intéressant à leurs forces, leurs qualités, leurs compétences, leurs connaissances. Donc, j'ai donc mené des entrevues individuelles auprès de personnes qui avaient utilisé les services spécialisés en dépendance à au moins 2 reprises au cours de leur vie
et qui étaient en situation de précarité ou qui présentaient une accumulation de difficultés. Et avec un objectif là, de diversification, on a cherché à rencontrer plus particulièrement des personnes qui s'identifiaient comme femmes. Les participants ont été recrutés dans 4 centres de traitement des addictions de la région de Québec et parmi les 19 personnes rencontrées, 9 s'identifient comme des hommes cis et 10 comme des femmes cis. Elles sont âgées en moyenne de 44 ans et elles ont utilisé les services en moyenne à 9 reprises au cours de leur vie. On a finalement, ici dans le graphique, là, on voit l'accumulation des difficultés vécues au cours de la vie. Les données qu'on a recueillies dressent le portrait de personnes qui, malgré leurs difficultés, sont parvenues à accumuler des compétences, des connaissances et possèdent plusieurs qualités pour faire face à leurs problématiques. Parmi ces forces-là, la plupart des participants ont nommé spontanément leur persévérance dans le maintien de leurs efforts, leur engagement envers leur processus de rétablissement. Dans leurs propos, la persévérance est parfois associée à la détermination, donc c'est-à-dire la capacité à se fixer un objectif sans y déroger, malgré les défis qui se présentent à eux. C'est ce que nous raconte là, une participante à propos de son combat au quotidien avec son problème d'alcool. Malgré sa difficulté à gérer son problème depuis une dizaine d'années, elle continue à y travailler, à y mettre de l'espoir, à y mettre de l'énergie. Elle nous dit « Je vais boquer. Tant et aussi longtemps que je ne réussirai pas à arrêter, je ne lâcherai pas prise. Je travaille là-dessus quand même tous les jours. Il ne faut pas que je lâche prise parce que justement, je veux que ça finisse, de reprendre un mode de vie normal, de me sentir mieux dans ma peau. » On a aussi les propos d'un autre participant qui vient nous montrer comment le fait d'adopter un discours intérieur bienveillant puis encourageant, ça alimente sa persévérance en l'aidant à avoir envie de continuer à cheminer dans son processus de rétablissement. Il nous dit « Ça me motive de me dire tout le temps « Ah, tu te retiens bien. Je suis trop heureux d'avoir fait ce bout-là. Je suis trop fière de moi d'avoir réussi à faire ce bout-là. Je me dis, Chris, si tu as fait ce bout-là, c'est bon pour faire un autre bout, man, tu sais. » Plusieurs participants qui nous soulignent aussi leur capacité d'introspection comme un élément clé qui contribue à les faire cheminer dans le cadre de leur processus de rétablissement. Il y a plusieurs participants, la capacité à s'introspecter s'est abordée sous l'angle d'une connexion qu'ils entretiennent avec leurs émotions. Ils nous soulignent l'importance d'être capable de les identifier, de les accueillir pour maintenir leur processus de rétablissement. On a les propos d'une participante qui nous montre à quel point il s'agit d'un facteur clé pour elle. Au fil des années, elle explique qu'elle a acquis une connaissance de son mode de fonctionnement intérieur, de la façon d'en prendre soin, puis surtout la nécessité de le faire. Elle dit comment certaines pensées ou comment certaines émotions viennent agir comme un système d'alarme pour la prévenir de la nécessité de mettre en pratique des outils qu'elle a acquis au cours des années. Elle dit « Je me force à faire des choses qui me font sentir bien parce que je me vois aller puis je le sais que des pensées négatives, ça m'envahit pendant super longtemps. J'ai pas tout fait ça pour retomber dans le même pattern de pensées négatives. Moi, ça m'a pris 25 ans avant que j'arrête. Même si je pense que j'ai pas envie de consommer, bien d'après moi, si je reste dans ce mood-là, dans les prochaines semaines, ça va revenir tranquillement se réinsinuer dans ma tête, puis inévitablement, c'est là que je vais m'en aller. » Le fait de prendre soin de ses émotions, ça vient aussi avec le fait d'être capable de s'affirmer. Pour plusieurs personnes qu'on a rencontrées, la capacité de s'affirmer de façon saine, à exprimer leurs besoins puis à poser les limites, c'est essentiel à leur processus de rétablissement. Cette capacité-là d'affirmation, elle serait nouvelle pour certains participants qui ont exprimé qu'elle avait nécessité un processus d'apprentissage qui a pu se réaliser dans le cadre notamment des services qu'ils ont reçus. Alors que pour certaines femmes qu'on a rencontrées, il s'agit d'une faculté qu'elles semblent avoir développée dans le cadre de leur parcours à travers d'expériences très difficiles comme les multiples agressions, d'avoir été confrontées à un environnement hostile. Pour ces participantes-là, la capacité à s'affirmer, voire à exprimer leur colère, et ça même de façon inadéquate parfois, ça semble être un outil de survie pour pas avoir à se plier aux demandes de leur entourage qu'elles vont juger inadéquates. Il y a une participante dont le vécu a été particulièrement marqué par la violence qui nous explique que maintenant, c'est fini. Elle se laisse plus faire. Elle nous dit, moi, je suis très spéciale. Je suis surtout dans la violence. Tout m'agresse. Avant, il fallait que je dise toujours oui, oui, oui. Puis, tout est parfait. Il fallait que tu fermes ta gueule. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tu m'empêcheras pas de parler.
Ça me fait plaisir de démolir les murs, d'aller lui enlever son colis de tapis à elle, puis toutes ses bébelles, des colisser dehors. Je suis capable, hein? Si je me choque encore plus, c'est ce que je vais faire, démolir les murs. La curiosité, ça semble aussi jouer un rôle dans la capacité à se projeter positivement dans l'avenir. Ça semble aider les personnes qu'on a rencontrées à se construire autrement qu'en rapport à la consommation. Dans les propos des participants, cette curiosité-là s'incarne par leur ouverture pour des nouveaux apprentissages ou le fait de cultiver des intérêts variés. Il y a un participant qui nous dit « Je dirais de plus en plus que je retrouve ma capacité intellectuelle. J'aime ça lire, me renseigner. Je suis curieux de nature. Avant, je pensais pas retourner à l'école. Maintenant, j'ai envie d'apprendre. » Plus des forces et des ressources dont on vient de parler, s'ajoutent aussi des connaissances qui sont utiles au rétablissement, que les personnes qu'on a rencontrées ont développées au fur et à mesure de leur parcours. Par exemple, la connaissance qu'ils ont développée sur les différentes étapes qui surviennent dans le processus de sevrage, sur le comment ça se passe la rechute, comment ça se passe la gestion des cravings. Parce qu'ils l'ont expérimenté à plusieurs reprises, ils sont maintenant capables d'anticiper les difficultés, de se rappeler les moyens qui ont fonctionné pour eux à force d'avoir à y faire face. Il y a un participant qui nous explique comment ces expériences lui permettent maintenant d'assurer une meilleure gestion de ses envies de consommer. Donc, ces expériences passées deviennent comme une source de connaissances où il peut puiser pour tirer un savoir-faire. Il nous dit tu fais ce qu'on appelle ce coffre à outils. Ça fait que là, plus le temps avance, plus tu découvres des trucs, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnaient pas. Sur le plan des ressources matérielles et financières, du point de vue des participants, c'est celles qui font le plus défaut pour venir soutenir leur processus de rétablissement. Il y a plusieurs femmes qu'on a rencontrées qui nous ont expliqué qu'elles se sentent très inquiètes par rapport à leur situation financière. On trouve plusieurs références à la gestion budgétaire dans leur discours, puis la nécessité de s'organiser pour subvenir à leurs besoins puis à réfléchir à leur avenir. Il y a une participante qui mentionne que son âge l'amène à considérer la nécessité d'avoir une sécurité financière. Elle nous dit, dans 2 ans, j'ai 60 ans, puis j'ai pas une crise de scène. Je vais travailler jusqu'à 80 ans. Je suis aussi bien de m'organiser pour aller au soleil l'hiver puis avoir un petit appartement pas cher. Donc, en conclusion, la première des choses qu'il faut souligner, c'est que les résultats qu'on a obtenus dressent le portrait de personnes qui sont capables, des personnes qui ont cumulé des connaissances, qui possèdent plusieurs qualités pour faire face à leurs problématiques, qui vient faire un décalage avec ce qui est généralement rapporté dans la littérature à propos des personnes qui ont une problématique persistante, qu'on présente souvent là, en mettant leurs difficultés ou leur vulnérabilité en avant-plan. Les résultats de la présente étude s'alignent avec le changement de paradigme qui s'est amorcé dans les dernières années, donc où on passe d'un modèle qui est médical, où le thérapeute, c'est l'expert, les services sont centrés sur les symptômes, à une vision qui est plus holistique, qui est centrée sur le rétablissement de la personne. Dans cette même lignée-là, on devrait aider les gens à mieux identifier leurs forces en les accompagnant dans un travail de réinterprétation ou de recadrage de leur vécu, pour les amener à relire et à percevoir différemment leur parcours. Puis à ce niveau-là, la thérapie narrative propose des outils intéressants pour venir stimuler la réflexion sur les trajectoires de vie et en aidant là, au développement d'une nouvelle façon de se percevoir. Deuxième constat important, c'est que de façon générale, les personnes qu'on a rencontrées ont peu de ressources financières et matérielles pour maintenir leur processus de rétablissement, qui peut être un enjeu là, qui vient vraiment fragiliser le rétablissement malgré les progrès qui sont faits dans d'autres sphères de vie. Les femmes qu'on a rencontrées dans cette étude-ci ont rapporté l'importance d'être organisées, l'importance d'être proactives dans la recherche de moyens là, pour subvenir à leurs besoins. Une proactivité qu'on va attribuer plus particulièrement aux femmes dans d'autres études également, puis parce qu'elles sont capables d'aller solliciter de façon plus importante leur entourage. La situation de précarité dans laquelle se trouvent plusieurs des personnes qu'on a rencontrées devrait être considérée avec la plus grande attention par ceux qui organisent les services spécialisés en dépendance. Donc, par la mise en place, par exemple, de services qui tiennent compte de la réinsertion sociale. Donc, en terminant, je voudrais prendre le temps d'adresser quelques remerciements. Donc, d'abord aux personnes là, qui ont accepté de me confier une partie de leur vécu. Donc, merci.
de votre confiance, merci de votre générosité. Merci aussi aux différents milieux cliniques de m'avoir ouvert leurs portes pour me permettre là, de rencontrer les usagers. Et également à la mémoire là, de mon collègue Carl, qui est décédé tout récemment, je veux adresser mes plus sincères condoléances à ses proches, le remercier là, pour sa contribution dans le cadre du projet Gender. Donc, Carl a travaillé là, à différents niveaux dans le cadre du projet Gender Volet québécois, donc à la fois là, sur le plan de la collecte, des analyses, et il a aussi contribué là, à mon processus de validation des résultats. Donc, merci, Carl, pour ton apport, ta créativité, ta passion débordante, ta personnalité qui faisait qu'on clique en orienté. Donc, voilà.